la notion d'émergence, et c'est important de la préciser, parce que c'est un concept un peu passe-partout, tout le monde parle d'émergence, c'est un concept un peu magique, il a des résonances imaginaires, hein, quelque chose sort de l'eau et advient comme ça à la réalité, et pourtant la notion d'émergence, elle a aussi un sens plus technique. Donc c'est pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut préciser cette notion. Alors l'émergence, si on essaye de la symboliser de façon graphique, hein, c'est juste un schéma, c'est pour nous aider à penser, pour solliciter notre conception visuelle, hein, et ben, il y a un état initial, il y a une flèche orientée et sortie d'un objet. Un objet sort de cet état initial. C'est le schème le plus basique des phénomènes émergents. Alors, sur ce phénomène, hein, cette dynamique de la sortie d'un objet d'un état initial, on peut essayer aussi d'y apposer des critères. Le premier critère, c'est le critère de finalité. Est-ce qu'il y a une finalité à ce que cet objet sorte de l'état initial? Est-ce que c'est réversible? C'est-à-dire, est-ce que l'objet peut revenir à l'état initial? Est-ce que c'est déductible? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de l'analyse de cet objet, est-ce qu'on peut avoir de l'information sur l'état initial? Inversement, est-ce que c'est prévisible? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de la connaissance de l'état initial, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la nature de l'objet? Est-ce que c'est intelligible? Est-ce que notre pensée humaine peut expliquer ce phénomène-là, la dynamique de l'émergence? Est-ce que ça fait partie de nos catégories de pensée, nos conceptions peuvent rendre ça intelligible? Et puis enfin, est-ce que c'est déterminé? Est-ce qu'il y a un déterminisme à ces phénomènes d'émergence? Ensuite, on pourra aussi regarder ça par rapport à ce que l'état initial, est-ce que c'est important qu'il soit continu ou discret? Est-ce que la qualité de l'état initial joue sur les phénomènes émergents? Alors, quand on essaye d'avoir une perspective transdisciplinaire, de faire une classification des modèles de l'émergence, c'est un essai, hein, c'est une typologie des modèles de l'émergence qui est assez limite, elle a probablement aussi ses erreurs, mais moi j'ai identifié 9 modèles pouvant expliquer l'émergence. Le premier modèle, c'est le créationnisme. Hein, donc là, on est dans une situation où quelque chose, la main de Dieu, ou une instance supérieure, fait émerger de la matière un objet. Et dans le mythe de la création du monde, la création des hommes, à partir de la glaise primitive, il y a quelque chose qui vient agir sur cette matière et faire émerger un objet. Alors cette notion de créationnisme, elle existe d'abord dans les religions, bien évidemment, mais elle existe aussi dans d'autres domaines. Elle existe en esthétique, dans la conceptualisation de ce qui est l'acte créateur d'un artiste. Il y a cette notion-là, c'est-à-dire qu'un créateur, un génie créateur, va, à partir d'une matière brute, faire émerger une forme esthétique nouvelle grâce à son génie. Mais elle est présente dans la création du monde, hein, donc Dieu tricotant un mouton, c'est créer un mouton à partir de sa propre intentionnalité d'action, il crée quelque chose, hein, on est dans la création. Mais cette histoire de créationnisme, ça existe aussi dans d'autres domaines. Et ça existe par exemple en épistémologie des sciences, et là où c'est peut-être un petit peu étonnant, ça existe chez Einstein. Einstein, réfléchissant à sa propre méthode de travail, à sa propre créativité scientifique, a classifié les différentes étapes de l'acte scientifique, de l'acte créateur. Tout ça, on le trouve chez Gerald Dalton dans l'imagination scientifique. Et il y a la reproduction des carnets d'Einstein. Pour Einstein, il y a d'abord des expériences qui sont les données brutes des observables de la matière qui sont reçues par l'expérimentation ou les observations. Et à partir de cette expérience, il y a un jaillissement. C'est ce qui est représenté par cette flèche-là, le J. Il y a un jaillissement, c'est-à-dire qu'il y a une créativité individuelle du scientifique qui va, à partir de ces données, en extraire des axiomes. Puis de ces axiomes, des déductions, et ensuite il y aura un retour sur l'expérience. C'est-à-dire que dans l'épistémologie d'Einstein, c'est dans l'épistémologie, dans la façon dont il conçoit sa propre créativité scientifique, il y a quelque chose de mystérieux qui est celui de l'émergence, d'un jaillissement d'une axiomatique par rapport à des expériences. Il n'y a pas de lien direct entre les expériences et l'axiomatique. Il y a nécessité de l'activité créatrice du
du chercheur et du scientifique. Alors, le second modèle qu'on peut avoir, c'est le modèle complètement opposé, c'est le modèle de l'instructionnisme, c'est-à-dire à l'intérieur de l'état initial, il y a un programme, il y a un code qui va s'exécuter pour créer un objet. Donc là, c'est finalisé, c'est réversible. C'est réversible parce qu'à partir d'un objet créé par un code, on peut retourner sur le code, sur les informations du code. Alors là, ces modèles instructionnistes, on les trouve en biologie, la synthèse des protéines, dans le génome sont codées des bases ADN qui vont permettre la synthèse des acides aminés, et après la synthèse des acides aminés, la synthèse des protéines. Mais on le trouve aussi dans les activités humaines, intellectuelles, dans la programmation. Vous avez un programme qui est écrit en C++, qui, avec à partir de déclaration de variables, d'acquisition de données, va permettre carrément, grâce aux ressources du processeur, c'est-à-dire la vitesse de calcul, la puissance de calcul de l'horloge du processeur, va computariser ces éléments et afficher un résultat. Et on peut revenir en arrière, c'est-à-dire que l'instructionnisme permet dans un modèle instructionniste, les objets dits émergents, qui en fait sont des objets plutôt produits, on peut les redécomposer dans les conditions qui ont présidé à leur existence. Troisième modèle, alors là on est dans le modèle sélectif, ça c'est le modèle darwinien. Nous avons de façon discrète quand même des éléments. Ces éléments-là vont être brassés par un moteur de variabilité. Le moteur de variabilité, dans la biologie darwinienne, c'est la méiose, c'est le brassage génétique. Il y a quelque chose qui se passe. Il peut y avoir aussi des créations de nouvelles formes, les mutations à nouveau, mais en tout cas, il y a un moteur de variabilité qui fonctionne au hasard et qui va brasser tout ça et va permettre l'émergence, la création d'objets biologiques qui vont avoir une descendance. C'est très important de comprendre que dans le modèle darwinien, il est strictement dépendant de la notion de descendance, de généalogie. C'est pour ça que les applications darwiniennes, par exemple en neurobiologie avec le modèle de Edelman, le darwinisme neural mental, peuvent être soumis à critique dans la mesure où les réseaux neurones ne se reproduisent pas. Et pour que le modèle darwinien de la sélection avec gain adaptatif puisse se faire, il faut qu'il y ait une reproduction de ces objets. Et donc là, on a un modèle de l'émergence de formes biologiques qui sont liées à un moteur de variabilité et puis une exécution et une sélection de ces formes les mieux adaptées. C'est pour ça que le modèle sélectif dépend strictement de l'environnement. Il faut qu'il y ait un environnement externe qui va permettre de voir si certaines formes sont plus adaptées ou non dans la reproduction de ces formes. Alors, le modèle darwinien, il existe en biologie, bien évidemment. Il a été reproduit dans les algorithmes génétiques en informatique. Vous avez tout un courant d'intelligence artificielle, des courants qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui simulent le fonctionnement des darwiniens au travers de programmes d'intelligence artificielle, où la génération des différents objets est très très accélérée grâce à la vitesse du processeur, et avec ces modèles, ces systèmes d'algorithmes génétiques, on arrive à reproduire des comportements et à créer des objets émergents qui sont des objets tout à fait intéressants pour la modélisation de la cognition humaine. Alors là, la variabilité, là vous avez une planche issue du voyage du Beagle de Darwin, donc Darwin arrivant en Galapagos se rend compte qu'une même espèce de moineau en fait a des becs différents. Donc la variation des becs correspond à la variabilité de ces formes. Et à partir du moment où cette forme de bec est plus adaptée à un environnement, pour casser des noix par exemple, les descendants qui ont ce type de bec vont perdurer et devenir majoritaires sur l'espèce va devenir majoritaire dans un écosystème.
Pourquoi les Galapagos? C'est parce que les oiseaux ce sont des îles qui sont séparées, les oiseaux ne pouvaient pas aller d'un côté ou de l'autre, donc il y avait observation de cette variabilité naturelle. Alors, quatrième modèle, on est dans un modèle dialectique, c'est-à-dire ce qui émerge c'est un objet synthétique, et cet objet synthétique, en fait, il résulte de l'opposition entre une thèse et une antithèse. Là, on est dans les modèles dialectiques. Les modèles dialectiques, ils sont extrêmement fréquents en politique, en sociologie. C'est un conflit à l'intérieur du substrat, hein, un conflit entre deux éléments contradictoires, à finir par se résoudre dans une synthèse dialectique. Cette synthèse dialectique, alors est-elle finalisée ou non, hein? Donc là, si on est hegelien, ben oui, elle est finalisée parce que l'esprit, l'histoire marche en direction de l'esprit. Si on est marxiste, elle est moins finalisée. Enfin, voilà, donc les critères peuvent être indécis, mais en tout cas, il y a cette notion que l'objet émergent résulte d'une dialectique interne à l'espace-substrat. Alors, on voit une autre présentation, hein, donc une thèse, antithèse, il y a une opposition dynamique et paf, création d'une synthèse. Donc, la plupart des modèles de l'émergence qui sont en sciences humaines, en fait, sont des crypto-modèles dialectiques. Ils peuvent être plus complexes, hein, vous avez en sociologie donc un modèle dialectique, une force centrée pour le lien social, hein, qui essaie d'expliquer le lien social, une force centripète, une force centrifuge, conflit, et puis donc les différents observables dans le socius, dans les comportements sociaux, s'expliquent par cette compétition entre deux forces qui sont opposées. Enfin, nous trouvons encore le cinquième modèle, les modèles constructivistes. Hein. Donc là, on a à partir d'éléments discrets qui sont mis ensemble, on aboutit à des objets qui sont construits. Alors, le constructivisme, il existe en psychologie, il existe principalement aussi en mathématiques. En mathématiques, il ne peut y avoir d'objet mathématique que si cet objet mathématique est construit à partir de deux objets mathématiques préexistants. Il n'y a pas, comme ça, axiomatique d'un mathématicien qui va créer un objet ab nihilo. Ce n'est pas possible. Forcément, construction. En psychologie du développement, à Piaget, il n'y a pas de construction mentale qui ne puisse être conçue sans des préexistants qui ont été compilés, amalgamés pour créer l'objet mental émergent. Alors, la meilleure façon de représenter ce que c'est que les méthodes constructionnistes, c'est par exemple, c'est un jeu vidéo qui est extrêmement prisé par les jeunes enfants d'aujourd'hui, un point tout à fait remarquable, c'est Minecraft. Et dans Minecraft, on construit des univers à partir d'objets unitaires qui sont des cubes. On construit à partir de cubes des objets très complexes, émergents, des mondes émergents, mais qui sont conçus par la concaténation, l'agrégation d'unités minimales que sont ces cubes. Voilà, ce qui est intéressant ça c'est pour la petite histoire, mais l'intérêt quand même massif des enfants aujourd'hui pour Minecraft laisse penser qu'il y a quelque chose dans la transmission scolaire, dans le message cognitif scolaire qui ne fonctionne pas bien, et les enfants, c'est en tout cas la thèse que j'essaie de défendre, les enfants qui vivent des situations de frustration cognitive à l'école parce que leurs pensées ne peuvent pas s'exprimer de la façon dont elles devraient s'exprimer, retrouvent chez eux, à partir de ce jeu, la possibilité d'avoir une pensée constructive et cognitive nouvelle qui met en œuvre dans les jeux vidéo. Alors enfin, nous avons un autre modèle qu'on appelle structural. Donc là, c'est tout le courant structuraliste des années 50, 60, 70. Hein. Donc l'émergence, en particulier du sens, que c'est des modèles qui dominent la sémiotique, l'émergence du sens vient de rapports d'opposition. Dans un espace substrat, il y a des objets qui sont en opposition. Le rapport de ces oppositions permet de créer du sens. Alors, dans ce rapport des oppositions, c'est ce qu'on appelle une matrice structurale, il y a un élément qui est particulier, il faut qu'il y ait une case vide pour que la matrice puisse fonctionner.
pour que le système puisse fonctionner, le système structural puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un élément vide, un élément manquant. Alors, pour les psychanalystes, tout le monde connaît l'objet petit a de Lacan qui permet à la structure de pouvoir fonctionner. Hein, donc, mais ces modèles-là viennent principalement de la linguistique, en particulier de la phonétique structurale, hein, de Jacobson. Donc, par exemple, là, vous avez le système des voyelles. Et bien, le système des voyelles, c'est un système d'opposition. Aucune voyelle en elle-même n'a de sens. Une voyelle, un phonème du langage, ne prend sa signification, ne peut être utilisée dans la construction du sens que dans son rapport différentiel avec d'autres objets. C'est le rapport qui détermine l'émergence du sens. Avec un objet virtuel neutre, qui est ici, par exemple, pour le système de voyelles, le E muet. À un moment donné, l'ensemble des oppositions est neutralisé par un élément zéro, qui est un élément qui permet la matrice de fonctionner. Alors, il y a des applications multiples. Hein. Il y a une application qui est célébrissime, qui est celui du carré sémiotique, hein, chez un grand sémioticien qui est Greimas. Hein. Donc là, le S1, l'état initial, il existe une ville, il était une fois une ville où tout allait bien, tout était parfait, le roi et la reine étaient heureux, etc. Il y a une disjonction, catastrophe qui se produit, et il y a émission d'un héros qui va affronter l'anti-héros pour revenir au schéma initial et à la stabilité initiale. Ce carré sémiotique, il est présent sous toutes les histoires, et toute personne qui écrit un roman sait qu'il doit faire avec, à éviter d'être trop proche du carré sémiotique pour pouvoir être intéressant, sinon on a une histoire qui est trop simpliste. Mais c'est une structure, c'est la structure narrative qui est sous-jacente au récit. Et vous avez là en psychanalyse, hein, lacanienne, vous avez l'interprétation des grands cas freudiens, par exemple le cas de Ra, à partir d'une structure qui est une structure sous-jacente, et donc l'émergence de la névrose ou l'émergence des symptômes est en fait une incarnation d'une structure sous-jacente qui est une structure de rapport différentiel. Pareil pour la métaphore et la métonymie, donc toute la réinterprétation structurale par Lacan de l'œuvre de Freud, Lacan appliquant, enfin le premier Lacan en tout cas, appliquant sur Freud les principes du structuralisme, donc de l'émergence des objets à partir des rapports différentiels. Voilà, alors on arrive au 7e modèle qui est le modèle morphodynamique. C'est le modèle le premier en fait à avoir pensé ce modèle, c'est Bonneton. D'un autre côté, il y avait Turing aussi qui travaillait sur ces aspects-là. Donc dans ces modèles-là, l'idée principale, c'est qu'on part du continu. Et justement, ces modèles-là, ils vont permettre de comprendre comment émergent du discret, des formes discrètes à partir du continu. Pour Bonneton comme pour d'autres auteurs, il existe dans le réel un nombre fini de possibilités de déformation des structures continues. La déformation catastrophique de ces formes continues fait émerger un certain nombre de formes. Donc, des catastrophes de bifurcation. Ici, vous avez la catastrophe la plus célèbre, hein, qui est la France, et qui permet donc l'émergence de singularités topologiques à partir de la déformation continue du substrat. Alors, ce qui est tout à fait révolutionnaire et remarquable dans le morphodynamisme, c'est que les formes émergentes, la typologie de ces formes émergentes est totalement indépendante du substrat. On peut avoir dans un substrat biologique comme dans un substrat physique ou en météorologie ou dans n'importe quel domaine, des formes qui sont comparables parce qu'elles ont la même structure typologique, parce qu'elles ont été générées par le même type de catastrophe, donc indépendance du substrat. Voilà une catastrophe qui l'affronte et qui permet de comprendre, en tout cas de modéliser l'opposition entre deux attracteurs. Donc la forme émergente vient de la séparation entre deux attracteurs qui en se séparant, génèrent des formes. Et ces formes étant indépendantes du substrat, et en nombre limité et fini. Ça, c'est pour le plan scientifique, c'est une
grande avancée, c'est-à-dire que l'ensemble des morphologies apparentes du réel se réduit à un nombre fini d'archétypes morphodynamiques. Alors là, par exemple, c'est l'application des catastrophes de René Thom à la linguistique, et donc l'ensemble de la linguistique thomienne dit par exemple que l'ensemble des verbes de la langue se réduisent à un petit nombre de formes canoniques, et que toutes les autres formes, en fait, sont des déclinaisons de ces formes qui sont des formes premières. À partir du moment où en science on arrive à réduire la diversité du réel à un nombre fini et réduit de l'élément, et ben on a un gain épistémologique. Alors là, vous avez la question de l'indépendance du substrat. C'est une planche qui est tirée d'un auteur qui s'appelle Darcy Thompson, qui est un précurseur en fait du morphodynamisme, qui est un grand biologiste anglais des années 1900, et qui avait cette thèse tout à fait scandaleuse, et en tout cas totalement non darwinienne, qui est que la forme des objets vivants vient non pas d'une variabilité interne génétique, mais qu'elle vient des contraintes physiques qui sont exercées sur cette forme par milieu environnant. Il dit que pour comprendre la forme de la méduse, il suffit de mettre c'est un glycide en fait de l'huile dans de l'eau. On s'aperçoit que l'huile s'enfonçant dans l'eau prend cette forme-là, et qu'en fait c'est semblable topologiquement à la forme de la méduse. Pour comprendre les formes du vivant, il faut comprendre les contraintes physiques qui s'exercent, et comprendre quelles sont, ça c'est Thom disant ça ultérieurement, comprendre quelles sont les catastrophes qui s'exercent sur les formes du vivant. Vous avez aussi les applications de la théorie des catastrophes en psychopathologie. Donc là, c'est quelque chose que moi j'ai essayé de développer en 2005, avec les psychopathologies et complexité, c'est-à-dire de considérer les formes psychopathologiques non pas comme des entités en soi, mais comme étant des positions d'attracteurs à l'intérieur d'un vaste ensemble, qui serait le paysage des attracteurs de la psychopathologie, et permettant en fait des passages entre eux. Un des éléments les plus explicites, c'est le passage entre la position schizoparanoïde et la position dépressive, qui sont des concepts kleiniens, mais qui sont assez facilement observables en clinique. Vous avez un patient qui est sur une position plutôt paranoïde, schizoïde, donc on est un peu dissocié, il a une naissance. Et puis, d'un seul coup, c'est là où justement c'est intéressant, c'est que c'est une transition brutale, il va bifurquer vers une position dépressive. Donc à ce moment-là, on est dans un système où il y a eu ce passage entre deux attracteurs, et ce passage-là est très bien modélisable par la théorie des catastrophes. On l'a aussi pour la psychose maniaco-dépressive ou d'autres entités. L'idée étant de considérer la psychopathologie non pas comme une collection d'entités qui sont séparées, mais comme des entités qui sont en compétition dans l'esprit humain, dans le psychisme humain, et avec la possibilité d'un passage à l'autre. Mais c'est un peu une destruction de la notion de structure telle que l'on entend dans la psychopathologie pour une conception dynamique. Alors ensuite, on a les modèles quantiques. Alors, les modèles quantiques, l'émergence de l'objet vient d'un substrat qui a une particularité, c'est que les variables qui permettent de décrire ce substrat ne sont pas continues, mais elles sont par paquet, elles fonctionnent par paquet. Et entre les paquets, il y a un trou. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'indécidable. Donc on est dans un réel quantique, plus un réel de la continuité, mais un réel de la totale discontinuité quantique, c'est-à-dire que le réel est segmenté en quanta de. Alors à partir de ce réel, émerge par intrication des objets qui, alors là, ont un statut très particulier, c'est que ce n'est même plus des objets, parce que ce sont des probabilités d'existence de ces objets. Donc l'objet n'a plus d'ontologie, il a une probabilité d'existence. Et surtout, la flèche est inversée, c'est-à-dire que la flèche de l'émergence de la base vers l'objet n'est pas une flèche univoque, elle va dans les deux sens. On ne peut plus décider si c'est l'objet qui crée le substrat ou le substrat qui crée l'objet. On est dans une indécidibilité de la notion de causalité, avec des choses qui sont totalement
contre-intuitive, c'est-à-dire que notre pensée ne peut pas se les représenter, qui est la notion de localité, c'est-à-dire que deux objets peuvent être, le même objet peut exister dans deux lieux différents. C'est pas possible pour nous, nous avons une pensée qui nécessite un impératif de localité, et puis un impératif, destruction d'impératif de temporalité, c'est-à-dire que l'objet causateur n'est pas avant l'objet causé, et vous pouvez avoir une précédence de l'objet produit sur les conditions de sa production, ce qui fait complètement violence à notre rationalité, où nous avons dans notre pensée une flèche continue où les causes précèdent les conséquences. En physique quantique, il faut inverser cette flèche, en tout cas, elle est indécidable, elle est dans les deux sens. Enfin, nous avons le dernier modèle, c'est le deuxième modèle, qui est le modèle des sciences de la complexité, qui est le modèle le plus récent. Les sciences de la complexité, c'est le réel est perçu comme modélisé comme étant un système dynamique complexe. Un système dynamique complexe, c'est bien complexe à partir du moment où il y a trois éléments en interaction. Il n'y a pas besoin d'aller se perdre dans les équations différentielles des systèmes dynamiques. Il suffit d'avoir à l'esprit la notion un billard, c'est la règle des trois corps. Quand vous avez trois boules qui rentrent en interaction, on ne peut pas prédire, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir quelle va être la trajectoire résultante de ces boules. À partir du moment où il y a trois objets en interaction, il y a complexité. Alors les travaux de Lemoine, Henri Atlan, enfin tous les gens qui ont travaillé sur Garborin, tous ceux qui ont travaillé sur la complexité, ont permis de comprendre qu'il y a, dans ces systèmes-là, en particulier les systèmes qui se bouclent sur eux-mêmes, comme une récursivité, il y a émergence d'un objet qui est une forme d'instance de cet objet. Alors là, vous avez le schéma de Lemoine, que j'ai repris. Lemoine, c'est la théorie des systèmes complexes, c'est le grand théorisateur des systèmes complexes, avec une œuvre qui est très abondante, qui est parfois difficilement lisible parce que va trop dans le détail, il y a beaucoup de choses mais qui est quand même une œuvre très très forte, donc, et qui a été validée par tous les travaux des connexionnistes quand ils ont travaillé sur les réseaux de neurones et les réseaux de neurones artificiels qui avaient des capacités de récursivité. Et quand Henri Atlan a fait le séminaire, il en a parlé. Donc dans un système complexe, vous avez des entrées et des sorties, et ces entrées et ces sorties, elles vont auto-gérer, auto-créer en fait des systèmes d'information qui vont permettre de réguler ces systèmes opérants, et vous avez une sorte d'ascension de systèmes cognitifs auto-émergents qui vont aller jusqu'à la virtualisation de l'ensemble du système. Alors ça, cette théorisation de la complexité est extrêmement importante, en particulier en psychanalyse, où on pourrait repenser la notion d'instance freudienne à partir des notions de la complexité. Pour ça, il faudrait que la psychanalyse soit un peu ouverte à nouvelles approches, mais en tout cas, il y a dans dans la théorie de la complexité des pistes tout à fait intéressantes. Et là, vous avez donc une instance émergente qui va virtualiser la situation globale d'un organisme, qu'il soit biologique ou virtuel, dans son environnement. Alors, en conclusion, on peut faire une analyse des différents types de modèles. Pour essayer de voir comment on peut mieux préciser la notion d'émergence, et moi ce que je suggère, c'est de réserver le concept d'émergence au modèle créationniste, bien évidemment, et aux deux autres modèles, aux deux derniers modèles, des modèles complexes et des modèles quantiques. Parce que c'est les seuls modèles dans lesquels il n'y a pas de déductibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir de la connaissance d'un existant, avoir une représentation de ce que va être un objet émergent. C'est impossible. Il y a une non-déductibilité, et c'est peut-être là où il faudra peut-être réserver techniquement le concept d'émergence à ces trois modèles. Alors, juste en conclusion, pour une métaphore un peu, donc on avait vu que le premier modèle était celui de la création, à partir de l'argile, on crée quelque chose, Dieu crée quelque chose à partir d'une glaise primitive. Alors, il est assez amusant de voir que les modèles de l'origine de la vie reprennent un peu ça d'une certaine façon.
comme il y avait trois grandes théories de l'origine de la vie sur Terre. Vie, c'est molécules organisées, molécules protéiniques organisées. Il y a le modèle de l'agitation moléculaire, c'est-à-dire dans les fonds sous-marins, des molécules primitives sont soumises à des conditions extraordinaires et vont créer des formes émergentes. Cette notion d'émergence de la vie à partir de conditions extraordinaires, c'est pratiquement une métaphore de l'acte divin. Vous avez une autre deuxième théorie de l'origine de la vie sur Terre, c'est des météorites dans lesquels il y a des germes viennent sur Terre et ces germes vont éclore et modifier les états existants et faire émerger de la vie à partir de cette sorte de fécondation par l'espace, qui est aussi une sorte de théorie avec des relents mythiques. Et puis la troisième théorie, c'est la théorie qui explique que pour comprendre l'organisation de ces molécules qu'on va schématiser ici par étant cette chose-là. Donc on peut toujours imaginer que le hasard va faire en sorte que un certain nombre d'objets vont se mettre dans cette disposition-là. Vous avez une autre façon de voir, qui est de dire que l'organisation des premières molécules prébiotiques qui ont permis la vie sont en fait des molécules qui étaient sous-tendues par un étayage d'argile, de glaise, et qu'ensuite cet étayage de glaise a disparu en laissant son empreinte sur l'organisation de cette molécule. Et voilà, c'est assez amusant de voir qu'une théorie scientifique va retrouver à nouveau un schème vitaliste de la création par la glaise primitive. Voilà, je vous remercie de votre attention.